À tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Bayern Munich. J'avais déjà fait une vidéo, c'était en août dernier, donc c'était au tout début de la chaîne sur le Bayern où je me posais la question qui pourrait arrêter le Bayern et je ne voyais aucun concurrent pour le Bayern, que ce soit sur la scène nationale ou même sur la scène européenne. Faites de constater, et je fais mon mea culpa, faites de constater que je me suis trompé. Voilà, le Bayern a trouvé un concurrent sur la scène nationale en la personne du Borussia Dortmund et malheureusement, les Bavarois ont été dépassés par les Citizens lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, faites de constater que je me suis vraiment trompé sur toute la ligne par rapport au Bayern Munich. Je prédisais une ligne offensive absolument incroyable, surtout avec l'arrivée de Sadio Mané. Je prédisais une grosse solidité défensive, surtout avec l'arrivée de De Ligt. Et je me suis trompé en août dernier. Je suis là pour faire mon mea culpa. Donc on va parler de la saison du Bayern et on va parler un peu de la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va essayer de dresser un peu le bilan. Voilà, je cherche encore un titre à cette vidéo, mais voilà, on va essayer un peu de dresser le bilan du Bayern Munich. Pour commencer, il faut savoir que le Bayern, je pense comme tout le monde le sait, le Bayern a changé de coach. Et c'est vrai qu'ils ont fait un choix plutôt original en changeant de coach en pleine saison, surtout qu'ils ont changé de coach entre les 8e et les quarts. Ils venaient de sortir le PSG en 8e de finale où ils avaient été plutôt solides défensivement sans non plus révolutionner le football, mais ils avaient été plutôt solides face à une équipe du PSG qui comptait quand même dans ses rangs Mbappé, Messi, on peut dire ce qu'on veut, mais sortir le PSG en 8e de finale, c'est quand même un sacré, pas un exploit, mais c'est quand même une sacrée performance. En poule, ils avaient fini avec 18 points dans une poule avec l'Inter et le Barça. En championnat, même si le Borussia Dortmund est plus fort que les saisons précédentes et qui donne un peu plus de fil à retordre aux coéquipiers de Manuel Neuer, eh bien, le Bayern Munich était quand même leader du championnat. Donc Nagelsmann faisait plutôt un bon boulot. Je pense plus que c'était une incompatibilité d'humeur entre le coach allemand et le board bavarois. Et c'est pour ça que malheureusement Nagelsmann a été remercié. Voilà, ça a été dû peut-être à un problème peut-être de comportement, peut-être une discordance au niveau, je sais pas, au niveau tactique. Peut-être que les dirigeants n'étaient pas contents de la tactique de Nagelsmann, de son système de jeu ou même des relations qu'il pouvait avoir avec certains joueurs comme Mané, comme Musiala. C'est vrai que c'est sorti un peu dans les médias, donc c'est pas sportif. Si Nagelsmann a quitté le Bayern, ce n'est pas sportif, c'est simplement parce que je pense qu'il y avait incompatibilité d'humeur avec le board du Bayern Munich et avec certains joueurs. Donc voilà, ça peut arriver, ça arrive dans n'importe quel club, mais moi j'aurais préconisé au Bayern de finir la saison avec Nagelsmann malgré les différends. Voilà, je pense que quand ton coach est excellent sur le plan sportif, sur les résultats, même s'il peut y avoir des problèmes avec certains joueurs, même s'il peut y avoir des problèmes avec certains dirigeants, il faut aller au bout de la saison parce que ce qui compte c'est le sportif. Et c'est vrai que le Bayern, on peut louer aussi le fait que le Bayern ait sévi, le fait que le Bayern ait agi, le fait que le Bayern ait vu que le coach commençait un peu à dépasser un peu le cadre du sportif. C'est vrai que Nagelsmann a un gros caractère, il aime bien un peu agir sur tout ce qui se passe au Bayern, etc. Et peut-être que le Bayern a mal pris le fait que Nagelsmann prenne un peu trop de place. Et comme dans ce genre de club, l'institution est au-dessus de tout, ils ont préféré sévir immédiatement et le virer. Moi, je l'aurais gardé jusqu'à la fin de la saison et j'aurais pris Tuchel ensuite. Voilà, parce que prendre Tuchel en plein milieu de la saison, c'est rendre ni service au Bayern, ni service à Tuchel qui reste quand même un excellent coach. Donc voilà, en fait, c'est rendre service à personne. Nagelsmann a perdu son poste, Tuchel arrive dans un bourbier et le Bayern finalement subit cette instabilité. Et les premiers impactés, ce sont les joueurs qui doivent s'adapter à un nouveau style de jeu prôné par Tuchel. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette instabilité entre les 8e et les quarts et donc c'est pas idéal pour préparer le quart de finale face à Manchester City. Et c'est vrai que Tuchel n'a pas réussi à mettre en place ses idées. C'est pas en 2 semaines, aussi bon coach que tu sois, c'est pas en 2 semaines que tu vas réussir à insuffler tes idées sur ton club, sur tes joueurs, etc. Donc c'est vrai qu'on peut pas reprocher à Tuchel les mauvais résultats en ce moment. C'est simplement que Tuchel n'a pas eu l'occasion de mettre la main à la pâte et de mettre vraiment sa patte sur ce Bayern Munich. Donc voilà, Nagelsmann remercié. Moi, comme vous savez, je l'aurais laissé jusqu'à la fin de la saison, je l'aurais viré à la fin, mais le risque c'était que Tuchel trouve un autre club. Et comme le Bayern était absolument pressé de prendre le coach allemand, c'est vrai qu'ils ont été contraints de virer Nagelsmann et de prendre Tuchel tout de suite parce que Tuchel était hyper convoité sur le marché des transferts et que ne pas virer Nagelsmann tout de suite, ne pas prendre Tuchel tout de suite, ça revenait à ne pas l'avoir cet été parce qu'il aurait peut-être signé dans un autre club. Et moi vraiment, je voyais vraiment Nagelsmann s'installer sur le long terme. Je le voyais vraiment faire une carrière à la Sir Alex Ferguson, c'est-à-dire devenir vraiment un grand patron dans ce Bayern Munich, vraiment avoir les clés du club, que ce soit sur les transferts, que ce soit sur le sportif, l'extra-sportif, etc. Je voyais vraiment Nagelsmann prendre une énorme place parce qu'il est très jeune et finalement le Bayern Munich c'était un peu une fin en soi pour lui. Il avait coaché Hoffenheim, il avait coaché Leipzig, donc c'est vrai qu'il a gravi les échelons du football allemand et le Bayern c'était un peu comme une fin pour lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement dommage que le Bayern le vire parce que je le voyais vraiment installer un projet long terme. Maintenant dans le football, les incompatibilités d'humeur ça arrive très souvent. Maintenant on va passer à l'effectif. Et en fait, qu'est-ce qui a coûté l'élimination du Bayern Munich? Qu'est-ce qui a coûté finalement la place du Bayern Munich en Ligue des Champions? Je pense que c'est un problème d'effectif.
Quand on regarde l'effectif de City, celui du Bayern, on voit que l'effectif de City est presque meilleur à toutes les lignes. Je pense vraiment que City a un effectif qui est tout simplement meilleur que celui du Bayern Munich. Il faut pas commencer à se mentir. Je pense que le Bayern n'avait pas les armes cette année pour aller au bout. On regarde l'effectif du Real, on regarde l'effectif de Manchester City, c'est bien meilleur. Et puis surtout, ils ont eu la malchance d'être dans le mauvais tableau. Je pense que s'ils avaient été dans l'autre tableau avec Benfica, avec Naples, etc., peut-être qu'ils seraient arrivés jusqu'à la finale. Mais c'est vrai que là, ils sont tombés dans le mauvais tableau. Ils sont tombés dans le tableau d'équipes qui travaillent beaucoup mieux qu'eux. Le Real, ça travaille mieux. City, ça travaille mieux. C'est des équipes qui sont meilleures. Et c'est vrai qu'ils ont eu la malchance de tomber sur un tableau plutôt compliqué. Ils n'ont pas été lotis en poule en tombant sur l'Inter et le Barça. C'est passé parce que ça reste quand même supérieur. Ils sont tombés sur le PSG en 8e. Là aussi, c'est pas de chance. Mais c'est passé parce que ça reste supérieur aussi. Mais là, tu affrontes vraiment le gros. Hein. City, le Real, c'est vraiment les plus grosses équipes d'Europe. C'est les deux plus grosses équipes d'Europe dans ton tableau. Et si tu travailles mal, si tu es inférieur tactiquement, techniquement, bah forcément, tu sors. Quand on regarde ligne par ligne, on voit qu'il y a Yann Sommer, par exemple. Yann Sommer, dans les buts, malheureusement, je ne pense pas que ce soit un mauvais gardien, mais c'est un gardien qui a quasiment jamais joué de gros matchs de Ligue des Champions. Je pense que ça devait être son premier quart de finale de Ligue des Champions. Il a aussi subi le fait que, malheureusement, il n'a pas assez d'automatisme avec ses coéquipiers. Ça s'est vu sur le quart de finale aller, où il y a souvent mésentente avec Delirte, il y a souvent mésentente avec Upamecano. Donc c'est vrai que, voilà, prendre un gardien au mercato hivernal comme ça que les joueurs ne connaissent pas, surtout que Yann Sommer a longtemps joué à Gladbach, donc c'est un concurrent direct du Bayern. C'est vrai que ça a longtemps été l'adversaire du Bayern Munich. Le prendre, l'installer comme ça, c'est vrai que, aussi bon gardien qu'il soit, c'est très très compliqué pour lui de trouver les automatismes directement, même si je persiste et je signe, ça reste un très bon gardien. Malheureusement, il a subi le fait qu'il n'ait pas d'expérience européenne et il a aussi subi le fait qu'il n'ait pas d'automatisme avec ses coéquipiers. Si on passe à la défense centrale, on voit que c'est Upamecano et De Ligt. Là aussi, le Bayern a vraiment souffert de l'absence de Neuer dans les buts, parce que si tu avais un Neuer, ça aurait été beaucoup plus intéressant et ce joueur-là était vraiment le leader du Bayern Munich et s'il avait été là, ça aurait peut-être changé les choses. Et puis ils ont aussi subi le fait que Hernandez ne soit pas là. Voilà, Lucas Hernandez, c'est un joueur absolument précieux dans cette charnière centrale du Bayern Munich. Il peut aussi jouer à gauche, c'est un joueur plutôt polyvalent qui s'est imposé sur les dernières saisons et le fait de ne pas l'avoir, ça a été problématique, surtout quand tu vois que tu as Upamecano et De Ligt. Et le problème avec Upamecano et De Ligt, pardon, c'est que même si sur le papier ça paraît prometteur, même si sur le papier ça a l'air jeune, ça a l'air frais, eh ben on a vu que Upamecano avait des faillites mentales et techniques, surtout les faillites mentales, parce que je pense que ce joueur se chie complètement lorsque les gros matchs arrivent. Et puis De Ligt qui n'a pas progressé depuis l'Ajax Amsterdam. Il faut aussi commencer à ouvrir le dossier De Ligt parce que ce joueur-là a atteint son prime à 19 ans à l'Ajax. Depuis l'Ajax Amsterdam, c'est très très compliqué pour lui. À la Juve, ça a été très difficile. Là au Bayern, bon, il a eu quelques bribes de quelques bons matchs, etc. Je l'ai vu mettre une frappe de loin il y a quelques semaines. Bon, pourquoi pas, ça reste un excellent défenseur, mais c'est pas l'avenir auquel on lui promettait. C'est vrai qu'à la base, pour nous, c'était le successeur de Ramos, c'était le successeur de Puyol. Ça allait être le nouveau gros défenseur de la décennie. Il fallait constater qu'on s'est un peu trompé sur son cas, même si il peut encore se relancer parce qu'il a un gros potentiel. Mais cette charnière Upamecano De Ligt, on l'a peut-être un peu surcoté parce que l'un a des faillites mentales, l'autre n'a pas progressé depuis 4 ans, donc forcément c'est très compliqué. À droite, Pavard, on sait qu'il est mieux dans l'axe, donc forcément nous en tant que Français, on sait très bien que Pavard à droite c'est très compliqué. À gauche, Davis subit le même problème que Mathys De Ligt. Davis n'a pas progressé depuis 2020, depuis la fameuse Ligue des Champions, de la Covid Cup, là, du confinement. Davis n'a pas progressé, donc là aussi il subit un peu le fait d'être monté trop vite comme De Ligt, mais je pense que lui a un gros potentiel et il pourra progresser, mais défensivement, notamment face à Bernardo Silva, il a montré ses faillites. Face à Messi en 8e, face à un Messi amoindri par l'âge, forcément c'est passé, mais là, quand tu as un Bernardo Silva qui est vif, qui est dynamique, ça devient tout de suite plus dur. Je pense que si on passe au milieu de terrain, ta seule garantie, c'est vraiment Kimmich. C'est le seul qui organise le jeu, c'est celui qui tire les coups de pied arrêtés, qui tire les coups francs, qui tire même les pénaltys. Il a même marqué sur pénalty. Donc c'est vraiment ta seule valeur sûre et c'est peut-être le seul joueur de classe internationale dans le milieu de terrain du Bayern parce que Goretzka, à côté de lui, n'est pas un joueur de classe internationale. Goretzka est un très bon joueur de Bundesliga, mais c'est pas un joueur avec lequel tu vas gagner une Ligue des Champions. Tu l'as fait en 2020, mais parce qu'il y avait Thiago Alcantara à côté de lui qui était absolument fabuleux, mais Goretzka n'a pas passé de cap, il n'a pas de carrière internationale avec l'Allemagne, avec le Bayern c'est une Ligue des Champions et j'ai pas de match référence de lui en Ligue des Champions, donc Goretzka ça reste quand même plutôt limité, et puis en remplaçant t'as personne, en remplaçant de Kimmich et de Goretzka t'as Gravenberch, et Gravenberch c'est un joueur qui là aussi, depuis qu'il est parti de l'Ajax, il n'a pas vraiment progressé, et même à l'Ajax j'avais pas l'impression que c'était un des meilleurs joueurs du centre de formation de l'Ajax, donc forcément t'as aussi un banc qui est plutôt limité. Si on revient aux défenseurs par exemple, Cancelo tu l'as pris,
c'est un très bon coup. Tu as affaibli Manchester City, mais on voit que Manchester City s'en sort très très bien sans lui, voire mieux sans lui, et tu n'as pas réussi à l'installer. Mais je pense que si Cancelo reste l'année prochaine, tu peux avoir une vraie paire Cancelo-Davis et ça peut être vraiment intéressant. Mais Cancelo, malheureusement, n'a pas encore été assez intégré. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de doublure dans ce Bayern Munich-là. En défense, par exemple, ta doublure, c'est qui? C'est Stanisic. Au milieu de terrain, c'est Gravenberch. Là, Cancelo n'a pas été assez intégré, mais je pense que l'année prochaine, ça peut devenir une vraie option. Donc c'est vrai que tu n'as pas de banc vraiment au Bayern Munich. Tu n'as pas de joueurs, même si on avait loué le banc du Bayern. On se rappelle quand Gnabry, quand Cancelo était rentré face au Bayern, on avait loué ce banc, mais on l'a peut-être un peu surcoté parce que Cancelo n'est pas assez intégré et on va revenir un peu au cas de l'attaque du Bayern avec Gnabry, Sané, etc. Ce qu'il faut dire sur Gnabry et Sané, si on passe au secteur offensif du Bayern, c'est que quand on regarde les autres ailiers qui existent dans le football européen, on voit que c'est largement mieux. Naples à Kvara, Milan à Leao, le Real à Vinicius. City se permet le luxe de mettre Riyad Mahrez sur le banc, donc on voit que les ailiers des autres gros clubs européens, et même pas les plus gros, hein, là c'est Milan, c'est Naples, c'est pas le Real Madrid, c'est pas Manchester City. Si on prend l'autre tableau avec Milan et Naples, ils ont des ailiers qui sont bien meilleurs que ceux du Bayern. Gnabry et Sané, je suis désolé, c'est beaucoup trop limité. Je sais que le Bayern aime les faire jouer parce que c'est les jeunes Allemands, c'est les jeunes pousses, etc. Mais déjà, c'est plus des jeunes pousses parce que je crois qu'ils ont tous les deux 26-27 ans, donc ça, c'est plus des jeunes joueurs comme avant, et puis surtout, je pense que leur potentiel est arrivé. Voilà, ils ont atteint le plein potentiel, voilà, le maximum du potentiel qu'il pouvait afficher. Même si Sané par bribes, c'est quand même séduisant, il nous l'a montré face à City, ça reste quand même beaucoup trop limité devant le but, même si c'est un joueur qui peut se montrer remuant en quelques temps. Gnabry en numéro 9, c'est pas une option, c'est pas lui qui va remplacer Lewandowski, même si on y a cru à un moment. Ailier, j'ai pas l'impression que ce soit non plus le joueur incroyable en termes d'ailier. La seule certitude au poste d'ailier pour le Bayern, c'est Coman. Coman, c'est très très fort, mais encore une fois, est-ce que Coman c'est du niveau de Leao? Est-ce que c'est du niveau de Mbappé? Est-ce que c'est du niveau de Vinicius? Je pense pas, ça reste un cran en dessous, même si c'est très très fort et que c'est le meilleur ailier que tu as sous la main et que là aussi, c'est la seule satisfaction de ce Bayern Munich. Ensuite, tu as Müller qui est vieillissant, qui a été mis sur le banc par Thomas Tuchel. Il aurait pu t'apporter peut-être un plus, pourquoi pas, mais c'est pas ce genre d'impact player, hein, Thomas Müller. Thomas Müller, il s'inscrit dans un collectif, c'est pas lui qui va faire la différence tout seul. Moussiala, qui a été très intéressant à la Coupe du Monde, qui a été très intéressant en début de saison, j'ai trouvé que même sur le 8e face au PSG, il n'avait pas été fou. Là, il a été inexistant. Donc voilà, Moussiala aussi, il va falloir se poser les bonnes questions, mais ça reste un phénomène et je pense que dans un vrai collectif, une vraie équipe, un vrai numéro 9 devant lui, ça peut vraiment faire très mal. Et puis devant, l'erreur qu'a faite le Bayern, c'est d'avoir cru que Sadio Mané pouvait remplacer Lewandowski. Tout simplement parce que quand Mané arrive, cet été, on se dit, il va prendre la place de Lewandowski et le Bayern va jouer seulement avec des ailiers. Avec Mané en pointe, avec Gnabry, ça peut alterner, etc. Mais en réalité, tu n'avais absolument pas besoin de Sadio Mané au Bayern. Parce que le poste, justement, où tu as beaucoup de joueurs, c'est justement le poste d'ailier. Tu as Sané, tu as Gnabry, tu as Coman, tu as même le petit Matistel. Mais tu n'avais pas besoin de Mané. Mané, je pense que c'était plus un coup marketing parce qu'il fallait faire oublier le fait que tu aies lâché Lewandowski comme ça. Donc voilà, c'est vrai que Mané, tu n'en avais pas forcément besoin. Mais pour le marketing, c'était bien de le prendre. Surtout que c'était le seul gros joueur du marché à être libre et à pouvoir venir. Maintenant, faut-il constater qu'avec Mané, ça ne marche pas du tout. Il y a une incompatibilité d'humeur, comme pour Nagelsmann, de Mané envers les autres joueurs. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas vraiment intégré au Bayern. C'est dur de s'intégrer au Bayern quand tu es un joueur qui n'est pas allemand, quand tu es un joueur qui n'est pas de la Bundesliga. C'est dur de s'intégrer dans ce club-là et Mané en a fait les frais. Je pense que la meilleure solution pour Mané, c'est peut-être de partir. Maintenant, si Gnabry ou Sané part, il peut pourquoi pas s'installer l'année prochaine. Mais je pense que Mané, ça a été un achat qui a été fait pour le marketing, pour pallier le départ de Lewandowski de façade. Mais tactiquement, Mané ne peut pas remplacer Lewandowski. Il faut vraiment prendre un numéro 9. Et comme on le sait, Choupo-Moting est très limité, même si j'adore cet attaquant, il reste quand même limité. C'est pas le gars avec lequel tu vas pouvoir marquer beaucoup de buts et qu'il faut prendre un numéro 9. Là, il faut mettre les 100 millions, les 150 millions sur Osimhen, sur Kane. Il faut vraiment prendre un 9 et c'est impératif pour le Bayern Munich. Voilà, c'est une équipe qui aimait beaucoup centrer l'année dernière sur les années précédentes. Là, ils peuvent plus le faire parce qu'ils ont plus de numéro 9 et Choupo, c'est beaucoup trop limité. Donc moi, ce que je préconise au Bayern, c'est d'investir énormément sur un numéro 9, que ce soit Osimhen, que ce soit Kane, et puis de vendre Sadio Mané tout simplement parce que Mané n'arrive pas à s'intégrer dans ce collectif-là. Après, si Sané ou Gnabry vient à quitter le club, pourquoi pas installer Mané sur une aile l'année prochaine. Donc voilà, on voit que le Bayern finalement est assez limité. Et puis il y a peut-être un changement de philosophie aussi au Bayern pour conclure avec le mot de la fin. Je pense que c'est plus le super Bayern d'avant. Voilà, c'est plus le Bayern d'avant, c'est plus le Bayern qui va mettre 5-6 buts à un petit adversaire en Bundesliga. Je pense que le Bayern est une machine offensive qui marche tout simplement moins. Maintenant, il faudra voir avec Tuchel l'année prochaine lorsque ce dernier installera vraiment sa philosophie de jeu. Mais j'ai l'impression que ce Bayern-là, que ce soit avec Nagelsmann, avec Tuchel, n'est pas le Bayern d'Hansi Flick, n'est pas le Bayern de Jupp Heynckes, n'est pas le Bayern d'Ancelotti. C'est pas un Bayern qui va marquer 4-5 buts par match. Voilà, c'est plus ce Bayern-là. C'est un Bayern
Bayern qui est plutôt solide défensivement parce que face à Manchester City à l'aller, ils en prennent 3, mais à chaque fois c'est sur des boulettes. Hein, c'est plutôt solide derrière. Le Bayern, faut pas se mentir. Même si voilà, il y a quelques failles, mais ça reste quand même solide. Mais devant, c'est plus le Bayern d'avant parce que tu manques de qualité. Sané, Gnabry, c'est pas de l'acabit des ailiers que tu peux trouver en Europe. Mané, c'est une erreur de casting. Choupo-Moting, c'est beaucoup trop limité. Ton meilleur buteur en Bundesliga, c'est Musiala, qui n'a marqué que 11 buts entre guillemets. C'est quand même énorme pour un joueur de ce talent-là qui n'est pas numéro 9, mais ton meilleur buteur, c'est quand même Musiala. En Bundesliga, c'est Musiala ton meilleur buteur, et il a 11 buts. Donc voilà, on voit vraiment que ce Bayern-là n'arrive plus à marquer de buts parce que normalement, le buteur du Bayern, à cette heure-ci en Bundesliga, il est déjà à 25 ou 30 buts. Là, c'est un jeune joueur de 20 ans qui est ton meilleur buteur en championnat. Donc c'est quand même révélateur d'énormément de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la suite pour le Bayern, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, passez une bonne journée.